Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planet Solène Ducréto pour nous parler du très beau livre Après la pluie, horizon écoféministe publié chez Tana Éditions. Bonjour Solène. Bonjour. Avant d'approfondir, j'avais envie de commencer en lisant un petit extrait du texte d'avant-propos que j'ai sélectionné dans le texte d'Alice Jehan, avec laquelle tu as co-conçu ce livre. Et puis ensuite, on va faire un peu plus connaissance avec toi, avec vous deux, même si aujourd'hui c'est toi qui réponds, et avec ce livre et avec l'écoféminisme, bien sûr. Donc ce petit extrait. L'ouvrage présent s'inscrit dans cette volonté d'ouvrir un horizon et propose la découverte de la diversité, non pas de l'écoféminisme, mais des écoféminismes. La pluralité des points de vue est en effet, avec la créativité, l'une des caractéristiques d'un mouvement que plusieurs théoriciens ont qualifié d'inclassable. Notre souhait est de démontrer la multiplicité des parcours et des formes d'engagement, qu'ils soient professionnels, spirituels ou personnels. Les auteurs, autrices, l'écriture inclusive à l'oral c'est toujours un peu compliqué, donc les auteurs, les autrices issus de différentes générations et contextes socioculturels ont illustré par leurs écrits et prises de parole leur investissement dans l'écoféminisme. Toutes et tous ont accepté de partager leur expérience avec l'aspiration à ouvrir des pistes d'engagement pour les lectrices et les lecteurs de Après la pluie, horizon écoféministe. L'ouvrage propose un regard transdisciplinaire sur des thématiques qui résonnent dans l'actualité de notre société, telles que l'occupation des territoires, la définition du leadership ou la place accordée au care. Voilà, ceci étant posé, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'écoféminisme et pourquoi relier écologie et féminisme? Je sais qu'il y a de nombreuses façons de répondre à cette question, mais il faut quand même un petit peu expliquer à nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas déjà ce sujet de quoi nous allons parler. Ça marche. On peut commencer par faire un petit topo historique sur la naissance du mouvement écoféministe, parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est né principalement dans les années 70 dans les pays anglo-saxons. L'événement majeur qui a marqué l'avènement vraiment de la naissance du mouvement, ça a été une action qui s'appelle le Women's Pentagon Action, où de nombreuses femmes se sont réunies autour du Pentagone pour militer contre le développement du nucléaire, pour militer contre la guerre au Vietnam. Voilà, il y a un peu tout les contextes des années 70 comme ça. En France, ce mouvement, il n'a pas vraiment pris. Pour autant, c'est une petite Française qui a instauré le mot écoféminisme et qui a été la première personne à vraiment conceptualiser ce mouvement-là et qui a commencé à dessiner un peu les lignes du mouvement. Donc, cette personne s'appelle Françoise Daubonne et en fait, le mouvement n'a pas vraiment pris en France à ce moment-là, notamment parce que les mouvements féministes matérialistes de l'époque avaient peur du côté essentialiste qui pouvait être assimilé à l'écoféminisme et le mouvement n'a pas pris. Or, on en parle. Alors déjà, est-ce que tu peux parce que j'ai écouté pas mal de conférences et d'émissions radio pour préparer cette interview. En fait, les choses sur lesquelles j'ai bloqué, je les ai repérées pour pouvoir te demander et permettre à nos auditrices et nos auditeurs de nous suivre tout le long de cette interview. Déjà, il y a effectivement deux expressions qui reviennent souvent et qui ne sont pas forcément accessibles au plus grand nombre. C'est féminisme essentialiste et matérialiste. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux expressions ? Ouais. Alors, l'essentialisme, c'est le fait d'assimiler femme égale nature. En fait, il y a beaucoup de frustration autour de cette assimilation-là parce que on revient quand même de plusieurs siècles où il y a eu cette espèce d'accord qui était fait femme égale nature et où on peut se rappeler des grands penseurs qui disaient que parce que les femmes, par exemple, avaient leurs règles, ça expliquait pourquoi le sang, la pression du sang ne pouvait pas aller jusqu'à notre cerveau et pourquoi on serait moins intelligente que les hommes. Ou alors faire des assimilations avec les animaux parce que le crâne humain des femmes est plus petit que celui des hommes, il se rapproche plus
du crâne d'un singe. Et donc, ça expliquerait aussi pourquoi on serait moins intelligente. Donc, toutes ces assimilations femme égale nature, effectivement, aujourd'hui, on essaye de s'en détacher un maximum parce qu'on s'est rendu compte que, bah voilà, bien évidemment, il était temps d'aller au-delà de tout ça. Mais toujours est-il qu'il y a toujours cette peur dans le féminisme de nouveau être rattaché à tout ça et justement la volonté de dépasser ce principe. Et puis si on va plus loin sur des thématiques actuelles, par exemple, ça pose la thématique de la possession de son propre corps en tant que femme, l'essentialisme, c'est-à-dire c'est un discours qu'on nous donne souvent sur la question de la maternité et de l'avortement, parce que les femmes doivent donner la vie, ont ce rôle de fertilité de la terre, de la vie, forcément, elles doivent garder ce rôle-là et elles peuvent pas avoir le droit de choisir de donner la mort. Enfin voilà, il y a plein d'autres thématiques du coup dans ce sujet-là et qui sont malheureusement encore très actuelles. Et donc matérialiste, féminisme matérialiste? Le féminisme matérialiste, c'est un peu l'opposé je peux peut-être l'introduire d'ailleurs sur la thématique de l'écoféminisme parce que on distingue deux grandes branches majeures dans l'écoféminisme. On a l'écoféminisme dit matérialiste qui lui va justement traiter des aspects pratico-pratiques de l'écoféminisme et des aspects de terrain. C'est-à-dire les ONG, par exemple, qui travaillent dans le monde autour de la question des droits des femmes face au changement climatique, de la condition de ces femmes-là, comment trouver et mettre en place des actions pour qu'elles ne soient plus victimes des changements climatiques, mais actrices du changement. Donc c'est vraiment le fait d'être sur le terrain et d'être au jour le jour à travailler sur ces aspects-là. Et la deuxième branche, c'est la branche dite spirituelle, qui, elle, va plus aller travailler sur la reconnexion au vivant, se reconnecter à ses émotions pour pouvoir ensuite développer et aller justement travailler sur ces émotions-là pour qu'elles deviennent vectrices de changement et déclencheurs d'action. Donc là, ça passe par des processus de guérison de soi et ensuite de guérison, pour permettre une guérison plus large de la société et de la nature. Voilà. Je pourrais donner d'autres références plus tard, je pense, oui. au fil de notre discussion. Oui, parce que déjà là, je t'ai interrompu sur ce petit historique que tu avais très clairement commencé à énoncer. On en était à Françoise d'Aubonne. Ouais. En fait, ensuite, dans les années 80, le mouvement s'est un peu essoufflé et on se rend compte que aujourd'hui, le mouvement ne fait que de renaître, à peine maintenant, là, depuis à peine quelques années. Ce qui a relancé un peu le mouvement, ça a été la sortie du livre Reclaim d'Emily H, qui est un recueil de textes écoféministes récupérés d'un peu partout dans le monde et traduits en français. Et ça, c'est vraiment la Bible écoféministe qui a lancé l'avènement du mouvement en France aujourd'hui. Et en fait, ce qui est rigolo de constater, c'est que dans les pays anglo-saxons, vu que le mouvement s'est un peu essoufflé, maintenant il est considéré comme un peu ringard, un peu comme le mouvement hippie de l'époque, ce qui fait que les jeunes écoféministes d'aujourd'hui ont un peu du mal à assumer pleinement le terme écoféministe, là où nous en Europe qui découvrons le mouvement, on n'a aucun souci pour porter l'étendard haut et fort. Oui. Avec une nouvelle image peut-être. Avec une nouvelle image. Alors ce livre, donc, déjà c'est un très bel objet. J'ai été vraiment séduite déjà parce qu'en fait c'est très riche, hein, donc j'ai été séduite autant par sa forme que par le fond, puisqu'il propose une soixantaine de textes d'une soixantaine d'intervenantes et d'intervenants, qui sont évidemment beaucoup moins nombreux, mais il y en a quelques-uns, d'horizons justement très variés. Donc ce livre offre des interviews, des poèmes, des couleurs, des explications de professeurs de philosophie et des tutos pratiques et amusants comme initier ses potes à l'écoféminisme ou incarner son message dans l'espace public. Il propose aussi de belles œuvres d'art, des réflexions, des recettes. J'ai beaucoup aimé sa belle mise en page. Donc c'est très agréable, c'est très ludique et en fait j'ai apprécié aussi la diversité des points de vue que vous avez choisis, la diversité des points de vue qui sont exposés, qui permet d'avoir une idée de la réalité de l'écoféminisme, c'est-à-dire qu'il y a des avis qui sont pas du tout en accord les uns avec les autres, mais en même temps qui composent quelque chose justement de riche et avec beaucoup de propositions. Et ces propositions, je trouve qu'elles sont enrichissantes, que l'on soit convaincu ou pas par l'écoféminisme, ces propositions sont enrichissantes. Et ce livre, donc vous l'avez
co-conçu, toi, Solène Ducréto, et Alice Jehan. Vous avez aussi cofondé le collectif Les Engraineuses et le premier festival écoféministe en France après la pluie, dont la première édition s'est tenue l'an dernier en 2019 à la Cité Fertile, près de Paris, à Pantin, et le second vient d'avoir lieu en ligne. Quel était votre souhait avec ce livre ? Comment ça a commencé, l'idée de passer des engraineuses et du festival à rassembler tout ça sous cette forme ? Avec les engraineuses, en fait, on s'est donné comme mission de sensibiliser le grand public sur les diverses thématiques des écoféminismes. Donc ça nous tenait effectivement à cœur de proposer des sujets qui étaient à la fois d'un point de vue matérialiste et à la fois d'un point de vue spirituel. Donc sachant que ces deux branches, effectivement, ne s'entendent pas forcément tout le temps sur tous les sujets, mais on trouve qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans tous les cas. Et c'était ce qu'on avait envie de montrer aussi. Et on avait comme idée de vouloir rassembler plutôt que diviser. Donc tant pis si les points de vue sont un peu discordants, si on peut dire, mais l'idée principale, c'est de dire que tant qu'on peut en parler, il y a des choses qui sont bonnes à tirer dans tous les cas et que c'est justement au travers de la richesse des points de vue qu'on peut construire quelque chose qui sera vraiment plus intéressant. Donc le premier festival a eu lieu suite au succès du festival parce que l'année dernière, du coup, on a eu plus de 1600 personnes qui sont venues sur une seule journée. Ce qui nous a montré quand même que l'écoféminisme n'était peut-être plus tant que ça un sujet de niche ou en tout cas qu'il y avait une grosse demande du public autour de contenu sur ces sujets-là. Donc on s'est dit que ça pourrait valoir la peine de déployer les médias et déployer les contenus pour créer quelque chose qui soit à destination du grand public et qui puisse aussi se détacher des ouvrages qui existent déjà sur l'écoféminisme. Donc de Reclaim et en fait il y a 2 livres qui existent avec le nôtre et qui parlent très très bien d'écoféminisme. Il y a Reclaim d'Émilie H, il y a Être écoféministe de Jeanne Burgar-Goutal qui est vraiment chouette aussi. Mais voilà, ces 2 livres-là. Il y a 2 textes, je crois, dans ce livre. Oui, exact. Il y a 2 textes de Jeanne Burgar-Goutal qui font partie du livre Après la pluie. Et la façon dont nous, on se démarque de ces 2 ouvrages-là qui sont très bien, c'est que le nôtre arrive peut-être plus en amont que ces 2 autres ouvrages qui sont quand même copieux et qui sont écrits d'un style assez universitaire. Donc c'est génial quand on veut creuser une question. Mais voilà, du coup, pour des novices en la matière, c'est peut-être un peu difficile de se plonger dedans directement. Donc, on a conçu le livre Après la pluie, Horizon écoféministe de la même façon que le festival, c'est-à-dire de manière ludique, avec différentes approches et différentes accroches à des thématiques qui sont différentes, pour que chacune puisse se faire sa propre idée et découvrir ce qui peut l'intéresser le plus, que ce soit dans telle ou telle branche, pour ensuite aller creuser les questions dans des ouvrages plus spécifiques, voilà, peut-être un peu plus pointus, mais voilà. Donc ça explique aussi pourquoi le livre est aussi riche et avec des formats qui sont si différents, parce qu'on estime aussi que quelqu'un qui sera touché par un discours universitaire une autre personne sera peut-être plus touchée par un poème, ou voilà, il y a différentes approches en fait qui peuvent amener au même résultat finalement. Oui, et d'ailleurs je signale que le livre est éco-conçu puisqu'il est en papier recyclé et imprimé avec de l'encre écologique. Et imprimé en France, oui. Oui, et imprimé en France. Il ne prétend pas à l'exhaustivité du paysage écoféministe français, parce que je pense qu'on a commencé à le comprendre, c'est foisonnant ce paysage. Vous précisez aussi que certaines contributrices ou contributeurs donc, ne se revendiquent pas du mouvement écoféministe, ce qui est intéressant aussi. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu Jeanne Burgar-Goutal dans une émission sur France Culture qui disait justement la complexité, et elle, sa position qui, en tout cas à l'époque de cette émission, disait ne pas vraiment adhérer à l'écoféminisme, et pourtant elle a écrit, comme tu le rappelais, 2 livres sur le sujet, elle a 2 textes dans ce livre-là, et c'est justement, je trouve, ce qui est intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée de la diversité des profils, justement, de celles et ceux que vous avez sélectionnés, sans entrer trop dans le détail, parce qu'on va y revenir après.
Effectivement, on a fait une sélection des profils ouvertement larges et Mmh. diversifiés. On ne voulait pas, encore une fois, avoir un discours purement universitaire. Donc, on a invité à la fois des universitaires, parce que forcément, surtout avec Jeanne Burger-Goutal, qui est quand même la spécialiste et qui fait partie des personnes qui expliquent le mieux l'écoféminisme aujourd'hui, c'est incontournable. Et les autres types de profils, du coup, sont tout aussi riches. On a des entrepreneurs, on a des personnes issues de la société civile, on a des militants, des ONG, des artistes et des poètes, on a des personnes qui viennent des quartiers, on a qui viennent de régions, d'autres des dom-toms. On a voilà, fait exprès de prendre des profils jeunes, des profils un peu moins jeunes, et pouvoir avoir un joli panel coloré de profils différents. Alors l'écoféminisme est longtemps resté un concept un peu nébuleux, donc tout du moins en France, comme tu disais, même si j'ai appris que le nom même serait né en France, comme tu le rappelais au début. Et ce livre permet de donner un peu de visibilité et de crédibilité à ce courant qui est en fait beaucoup plus présent dans le monde que l'on peut le penser, avec de nombreuses initiatives qui sont souvent des niches au départ, des petits groupes, et qui finalement, mises aujourd'hui en raison avec Internet et les réseaux sociaux, représentent un nombre de personnes assez conséquents autour de la planète qui sont investis dans des actions et des réflexions écoféministes. Toi, Solène, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'écoféminisme ? Moi, je suis de métier, je suis journaliste reporter d'images spécialisée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc sur des thématiques engagées autour d'aspects sociaux ou environnementaux principalement. Et puis pendant presque 10 ans, j'ai traité de ces sujets-là. Mais jamais de façon conjointe. C'est-à-dire que c'était soit des sujets autour de la question de l'égalité femmes-hommes, soit des sujets autour de la question environnementale, mais jamais les deux en même temps. Et découvrir l'écoféminisme il y a quelques années, ça m'a fait me rendre compte que peut-être que le problème, justement, on ne le prend pas du bon angle et qu'en associant les luttes, en les combinant, on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Oui. Et ça a été vraiment une bouffée d'air frais dans mon métier de découvrir l'écoféminisme, parce que quand on est engagé à 300% au quotidien dans son travail sur ce type de sujet-là, c'est un peu désespérant de se rendre compte que tout ce qu'on fait, au final, on a l'impression que ça ne sert à rien parce que les choses empirent. Mais découvrir l'écoféminisme, ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait d'autres actions qui pouvaient être possibles et qu'au travers d'une approche différente, peut-être qu'on pourrait vraiment y arriver. Donc, tu es en contact depuis quelques années, puisque tu es dans les personnes au centre de tout ça en France. Donc, tu es en contact depuis quelques années avec les personnes impliquées dans ou intéressées par l'écoféminisme. Quelle est leur moyenne d'âge ? La moyenne d'âge, c'est quand même principalement 25-35 ans, à 85% des femmes. Ah, c'est précis. Merci les statistiques de Facebook. Alors justement, puisque tu as les statistiques Facebook, est-ce qu'il y a, comme dans la génération climat, une majorité de femmes ? Parce que là, on est sur écoféminisme, donc j'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que tu as une idée des proportions et des proportions de la partie masculine qui soutient ce mouvement ? Alors, elle est bien sûr minoritaire, Oui, pour l'instant du moins. Oui. Mais voilà, ils sont toujours là. Il y a toujours, y compris dans nos conférences, à peu près 25, enfin entre 20 et 30% d'hommes. Ou en tout cas enfin voilà, sans y mettre forcément une étiquette de genre. Mais oui, voilà, la jante masculine est quand même un petit peu présente. D'accord. Alors, le livre, il est découpé en 7 grandes parties, elles-mêmes constituées de sous-parties. Et rien que par leurs intitulés, en fait, on ressent une grande ouverture et une envie de sortir des approches conformistes. Je vais les énoncer, ces 7 parties, et puis on va y revenir. Donc, la première partie, c'est le terreau de l'écoféminisme. Donc, d'où viennent les racines du mouvement. Deuxième partie, à la lisière du climat, de l'égalité et de la justice sociale. Quelle place ont les femmes face au changement climatique ? 3. Essaimer le pouvoir du dedans. Sur quel système de valeurs peut-on construire un modèle de société écoféministe ? L'occupation des territoires, un sujet en friche, pour la partie 4.
quel lien entretiennent les femmes avec la terre d'un point de vue géographique, agricole et urbain. Très intéressant. 5. Briser la glace du care et du self-care. Donc là, pourquoi les femmes sont-elles les premières à prendre soin de leur entourage? 6. La magie des vieilles branches et des rameaux. C'est assez humoristique comme titre, la partie 6. Donc là, c'est comment se traduit la spiritualité dans l'écoféminisme des sorcières d'autrefois aux pratiques actuelles. Et 7. Un leadership grandeur nature. Comment redéfinir le leadership pour qu'il soit plus respectueux de la planète et de ses humains. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de chacune de ces grandes parties pour donner envie à nos auditrices et nos auditeurs d'aller explorer un peu plus? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, comme je le disais, à les explorer, ces grandes parties. Bien sûr. Alors, le terreau de l'écoféminisme, l'idée ici, c'est de refaire un peu le portrait historique de l'écoféminisme, donc comme on l'a fait un peu en introduction ici, et de découvrir un peu les premiers sujets majeurs qui découlent des 2 grandes branches dont on a parlé tout à l'heure. Sur le deuxième chapitre, à la lisière du climat, de l'égalité et de la justice sociale, là, il est question de parler justement de la branche matérialiste, de parler des ONG et des actions qui existent déjà sur le terrain autour de la place des femmes face au changement climatique, notamment. Il s'agit de... C'est vrai que je l'ai pas encore... Enfin, je l'ai pas mentionné dans l'introduction à l'écoféminisme, mais cette idée d'aller plus loin que juste additionner le féminisme et l'écologie vient de l'idée que dans l'écoféminisme, on cherche à supprimer l'oppression patriarcale dans sa globalité, parce qu'on estime que cette oppression patriarcale est un espèce de schéma, un mécanisme qui se répète et qui explique l'oppression du patriarcat sur les femmes, mais aussi l'oppression du patriarcat sur la nature. Et quand on va un peu démêler la pelote, ce système d'oppression, en fait, il est le même sur tous les autres nœuds de notre société. Sur les questions de racisme, sur les questions de l'homophobie, sur les inégalités des classes, sur un peu tous les nœuds de notre société là. Et donc dans l'écoféminisme, on va chercher justement à démêler cette pelote là en entier. Donc, on commence par la question de l'écologie et des droits des femmes, mais ensuite, on va aller dérouler le reste de la pelote. Et c'est au travers de tous ces chapitres-là aussi ce qu'on va aller observer et analyser. Donc, on était sur le chapitre 3, essaimer le pouvoir du dedans. En fait, le concept du pouvoir du dedans, en quelques mots, ça a été initié par Star Hulk, qui est une des figures de proue de l'écoféminisme aux États-Unis actuellement, et qui, elle, vient plutôt de la partie spirituelle, mais qui parle du pouvoir du dedans comme une richesse qu'on a tous et toutes en nous, et sur ce fameux modèle de société qu'on devrait prôner, c'est-à-dire que l'idée serait de valoriser ce pouvoir du dedans, donc les richesses intérieures qu'on peut tous et toutes avoir, et prôner ça à la place de ce qu'elle appelle le pouvoir sûr, c'est-à-dire ces fameux systèmes d'oppression dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il est question d'expliquer comment on peut développer ce pouvoir du dedans et comment ça peut se traduire concrètement dans une société. C'est d'ailleurs dans ce chapitre qu'on va parler de la place des hommes dans l'écoféminisme et plus largement dans le changement de notre monde et de leur relation avec les femmes. Voilà. Ensuite, on a l'occupation des territoires, un sujet en friche. Effectivement, là, on a eu la volonté de parler à la fois de la condition des femmes dans les secteurs ruraux. Donc la place des agricultrices, par exemple, comment faire en sorte à ce qu'elles puissent avoir un meilleur accès aux terres, que ce soit en France ou à l'étranger. Pourquoi c'est un secteur, l'agriculture, partout dans le monde où il y a encore vraiment de cristalliser ces inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi de prendre le contre-pied et d'analyser d'un point de vue urbain quelle est la place des femmes et comment est-ce que, en tant qu'écoféministe, quand on habite en ville, on peut s'impliquer. Donc on donne effectivement, encore une fois, là des outils et des solutions concrètes. Quand on habite en ville, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi. Ça fait une très bonne transition avec le chapitre d'après, briser la glace du care et du self-care. Le care, ça désigne principalement tout le secteur de la santé. C'est le principe de prendre soin d'eux.
en anglais. Et ce chapitre-là est d'autant plus d'actualité qu'il a été écrit pendant le Covid et que du coup, une grosse analyse dedans est faite autour de ce sujet-là parce que il se trouve que dans tout le secteur médico-social en France, ce sont à 70% les femmes qui ont tous ces métiers-là, qui sont des métiers qui sont sous-payés, sous-valorisés, en emploi partiel, voilà. Et ces femmes-là qui sont donc en première ligne pour faire front au Covid. La question, c'est de savoir pourquoi ce sont les femmes, encore aujourd'hui, qui prennent en charge tous ces métiers-là et pourquoi ce sont des métiers qui sont sous-valorisés. Alors que pour autant, sans ces métiers-là, notre société ne tiendrait pas. Donc voilà, l'idée, c'est de raccorder un peu tous les fils pour aller voir toutes les implications qui sont derrière. Une des choses rigolotes, non, c'est pas vraiment le mot, mais qu'on peut observer, c'est que sur tous les plateaux d'experts, à chaque fois qu'on parle du Covid dans les médias, ce sont des plateaux principalement masculins, voire exclusivement masculins, alors que ce sont les femmes qui sont au front. Donc là, on en était à le chapitre 6, oui. La magie des vieilles branches et des rameaux. L'idée dans ce chapitre, c'était de parler de l'image de la sorcière, ou plutôt des images des sorcières, en se réappropriant l'héritage des femmes qui, il y a quelques siècles, ont été brûlées parce qu'elles étaient nommées en tant que sorcières, mais aussi de faire le lien avec un nouveau mouvement qui est plus si nouveau que ça, mais qui en France, pareil, est en train de bien démarrer et qui justement fait le lien entre cet héritage des sorcières d'antan et nos différentes techniques d'aujourd'hui et comment s'approprier ces techniques-là tout en y incorporant la magie des rituels d'antan. Et donc c'est ce qu'on va aller analyser et exposer et poétiser dans ce chapitre-là. C'est pour ça qu'on parle des vieilles branches et des rameaux. Ça fait vraiment référence à nos histoires de sorcières qu'on entend dans les contes et à la fois les toutes jeunes néo-sorcières qui sont en train de se former aujourd'hui. Voilà, et puis on termine sur un leadership grandeur nature. Là, il est question de justement déconstruire la définition du leadership tel qu'on le connaît aujourd'hui pour dessiner un nouvel horizon de ce leadership-là et aller trouver un nouvel ADN en fait à ce terme-là, parce qu'on estime que le leadership en fait non seulement il n'a pas besoin d'être possédé par une seule personne, le leadership peut être partagé et c'est ce qu'on souhaite pour une société qui serait meilleure en fait, mais en plus de ça, n'importe qui peut avoir ce rôle de leadership. En tant que mère de famille, on peut avoir ce rôle de leadership en tant que parent d'élève, en tant que élu de sa copropriété. Enfin, il y a vraiment plusieurs façons d'être leader. Et c'est justement en reconstruisant cette image du leadership qui soit plus juste, plus voilà, avec des valeurs partagées et voilà, plus pacifique, qu'on pourra aller vers le monde de demain, plus sereinement. Alors, il y a aussi une large place faite à la poésie. Quelle est la place de la poésie dans l'écoféminisme? Parce que j'imagine que si vous lui avez laissé cette place dans le livre, c'est qu'elle a sa raison d'être par rapport au mouvement. Ouais. Ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure sur les émotions. On estime qu'au travers de l'écoféminisme, si on veut pouvoir aller vers un monde meilleur, il faut réussir à se reconnecter à ses émotions. C'est un peu comme quand on se brûle, par exemple. Le danger arrive, on ressent la douleur de la brûlure, et c'est qu'en acceptant cette douleur-là qu'on va pouvoir déclencher la réaction de sauvegarde, de protection du corps et de guérison derrière. Les émotions fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que c'est en acceptant nos émotions, en acceptant d'être humain, tout simplement, qu'ensuite on va pouvoir analyser les douleurs et tout ce qui se passe en même temps et déclencher ces fameuses actions derrière. Et la poésie, ça prend cette place-là d'aller susciter des émotions, là où peut-être qu'un texte analytique ou un tuto
n'arrivera pas, peut-être pas forcément au même résultat. Et puis c'est aussi faire un hommage à l'ADN de l'écoféminisme qui était là dès le début, parce que dans cette fameuse action du Women's Pentagon Action dont on parlait au début, les femmes ont fait quelque chose qui est vraiment symbolique de l'écoféminisme, c'est qu'elles ont barricadé les portes du Pentagone en les tricotant. Donc elles ont tissé un lien tout autour des portes du Pentagone pour à la fois symboliser leur mécontentement et faire front de face à cette institution, mais aussi pour symboliser le lien entre elles, le lien de solidarité entre toutes ces femmes qui étaient présentes là, mais aussi toutes les femmes qui souffraient de toutes ces oppressions-là dans le monde. Et cet acte de militantisme est très poétique, et c'est quelque chose qui revient souvent et qui explique aussi en partie pourquoi beaucoup de jeunes femmes s'intéressent à l'écoféminisme aujourd'hui, c'est que ça instaure des nouvelles idées de militantisme en fait, qui sont plus créatives et qui portent plus sur l'inspiration et qui mêlent à la fois poésie et action. Voilà, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles la poésie. Alors, parmi les femmes citées ou qui ont écrit dans ce livre, donc on ne peut pas toutes les présenter, mais j'aimerais que l'on s'arrête sur quelques-unes et que tu nous fasses faire brièvement leur connaissance. Alors, j'ai sélectionné 5 ou 6 noms avec, en premier, tu nous en as déjà parlé un petit peu, Françoise d'Aubonne. Donc, je pense qu'on peut mettre en France, d'après ce que j'ai compris, dans les pionnières. Oui, après... Françoise d'Aubonne est décédée, donc évidemment elle n'a pas écrit de texte, mais on a effectivement... Oui, c'est pour ça que j'ai dit les femmes citées ou qui ont écrit dans ce livre. Oui. Effectivement, donc oui, Françoise d'Aubonne, incontournable figure de l'écoféminisme en France. Voilà. Et puis après, au niveau international, on a évidemment Vandana Shiva, grande figure bien connue des écologistes au niveau international pour sa lutte contre Monsanto, notamment les graines, la protection du vivant, qui s'est beaucoup battue, qui se bat beaucoup, puisqu'elle est toujours vivante, donc qui est une femme indienne, qui se bat beaucoup pour les petits paysans en Inde depuis l'époque de la Révolution verte et tous les dégâts que ça a pu causer, et puis qui se bat contre le brevetage du vivant. Donc là, c'est vraiment un nom qui revient souvent aussi. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Volontiers. Effectivement, on a invité l'association SOL qui travaille pour mettre en place l'agroécologie et revaloriser le métier de petits paysans partout dans le monde, qui, elle, travaille avec notamment Vandana Shiva. Et Vandana Shiva, c'est une figure de l'écoféminisme, notamment par une action qu'elle mène encore aujourd'hui et qui est un peu symbolique de l'écoféminisme et qui permet vraiment de comprendre les tenants et aboutissants pratico-pratiques de l'écoféminisme de terrain. C'est le centre Navdanya qu'elle a créé. Le centre Navdanya en Inde, en fait, est une banque de semences et une école, une formation pour les femmes de cette région-là en Inde, et qui a été montée notamment parce que Vandana Shiva s'est rendu compte que dans sa région, les petits paysans étaient tombés dans une faillite et une détresse complète parce qu'ils avaient signé des contrats avec Monsanto qui les obligeaient à acheter des sacs de graines de semences pour leur culture. Or, il faut savoir que Monsanto retravaille génétiquement ces semences-là pour qu'elles deviennent infertiles. C'est-à-dire que chaque année, on est obligé de racheter ces fameux sacs de graines à Monsanto et on peut pas les replanter d'année en année comme les paysans le font en fait depuis toujours. Et pour combattre ça, Vandana Shiva a mobilisé les femmes de cette région. Elle les a formées à la culture et à la récolte de semences endémiques, donc des semences qui poussent naturellement dans ces régions-là. Ce qui fait que les femmes se sont mises à revendre à des prix normaux ces semences qui peuvent être plantées d'année en année sans souci, ce qui a engendré le fait que non seulement les femmes se trouvaient avec une formation à un métier, donc monter en compétences, avaient un petit revenu qui leur permettait de subvenir aux besoins de la famille ou en tout cas d'aider et puis d'envoyer leurs enfants à l'école. Et en plus de ça,
les femmes se retrouvent avec un rôle politique dans la société, parce que être détentrice des graines et des semences, c'est un rôle qui est vraiment au cœur de cette région-là, et qui leur redonne une place dans la société, là où avant elles étaient pas bien moins considérées. Donc c'est un quadruple bénéfice, et pour l'environnement et pour la condition des femmes de cette région-là. Quelques mots peut-être aussi sur Céline Baltide. Oui, Céline Baltide, c'est une thérapeute. Elle est notamment thérapeute en Martinique, et elle a écrit un très beau texte sur les relations entre spiritualité et ses racines martiniquaises et les méfaits du colonialisme qui sévissent encore aujourd'hui tristement en Martinique. Et je vous invite très fortement à lire son texte, parce qu'il est passionnant, et ça ouvre vraiment nos esprits sur plein de choses. On a notamment réalisé une interview de Céline Baltide pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de lire le livre, qui a été posté sur les réseaux des Engraineuses, et qui retrace un peu ces sujets-là. Voilà. Donc là, on peut le trouver. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube, les On a une Engraineuses, chaîne YouTube, effectivement. Donc on peut trouver cette vidéo sur votre chaîne YouTube. Ouais, sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, ou voilà. D'accord. Une autre personnalité que j'avais déjà, non pas croisée, mais je l'ai déjà vue apparaître ici ou là sur les réseaux sociaux, Doc La Luna. Là, c'est tout un parcours aussi, hein. Oui, effectivement, Doc La Luna, donc Nathalie Grida Babourage, Voilà. elle habite, donc elle est de double culture franco-indienne, et elle habite en ce moment en Guadeloupe. Ses deux parents sont indiens. Oui, oui, J'ai ses deux lu que parents, ses deux pardon. parents Ouais. étaient indiens et qu'en fait, elle avait vécu en France jusqu'à 10 ans. Oui, c'est dans ce sens-là, hein. Et ensuite, ils sont partis en Inde, ce qui lui a fait un choc culturel, comme elle l'explique. Ouais, effectivement. Et elle était ravie de pouvoir re-rentrer en France après. Effectivement, en fait, elle a pareil un profil de thérapeute holistique, si on peut dire ça comme ça. Elle vient de la branche spirituelle, elle pratique l'Ayurveda comme médecine, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle vient d'un parcours traditionnel de médecin, et que elle a notamment pratiqué pendant longtemps dans l'armée, parce qu'elle était en direct avec les pompiers, et Oui. elle soignait les pompiers, elle a soigné les pompiers pendant longtemps. Et c'est le fait de se rendre compte de toute la violence de tout ce milieu-là, et de la médecine et de l'armée, et de tout ça combiné de sa condition de femme, qui l'a fait aller vers des techniques plus douces, des techniques spécialisées aussi pour les femmes, plus à l'écoute. Où, du coup, sa double culture est devenue une richesse, d'après ce qu'elle explique, hein, puisque l'Ayurveda et pas mal des choses qu'elle pratique aujourd'hui viennent aussi de la partie de sa culture indienne. Effectivement. Et donc, elle a une vision elle exprime sa vision de la médecine, qui est très riche, et qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on fait dans la diversité des points de vue de ce livre-là. C'est vraiment, elle estime que la meilleure médecine qu'il puisse avoir serait une médecine qui combine les différentes approches et les différentes méthodes, à la fois de la médecine conventionnelle, et à la fois de techniques de thérapie plus douces, plus spirituelles, et qui permettent vraiment de refaire une connexion complète entre son corps, son cœur et son esprit. Alors ensuite, Fia Maureen Kakou. Oui, c'est une poétesse ivoirienne qui est fabuleuse, qui est toute jeune, et qui est très talentueuse, qui écrit beaucoup de poèmes sur la sensualité, et qui clôture en fait le livre avec un très joli texte sur la sororité, et sur l'importance de se relier entre femmes et de s'entraider pour aller plus loin. Mais tout ça sous une forme poétique. Oui. Encore deux. Magali C. Calise. J'aimerais citer d'ailleurs un extrait de son texte. C'est dans la partie essai, mais le pouvoir du dedans. C'est une réflexion, ce texte-là, sur 4 pages. Violence sur les corps des femmes et exploitation des terres, les nouveaux défis du prendre soin. Donc elle dit, à l'heure où du nord au sud de notre planète, nous vivons au quotidien les logiques de prédation du capitalisme, notamment au travers de la destruction de l'environnement
et de la fragilisation des populations, mais aussi à l'heure où nous sommes confrontés au changement climatique, il me semble que les féministes communautaires ont su mobiliser des ressources à la fois politiques, morales, psychologiques et spirituelles qui font exploser les cadres de pensée et d'action politique dominants dans le monde occidental. Elle montre à quel point se contenter de dénoncer des systèmes d'oppression nous enferme dans ce contre quoi nous réagissons. En ne se situant pas contre, qui est toujours écrit en italique, en ne se situant pas contre, c'est-à-dire dans la réaction, mais davantage pour l'action, elles ouvrent des possibilités inédites en faveur de l'éclosion de nouveaux projets d'émancipation. Les féministes communautaires affirment une puissance d'agir orientée de manière déterminée vers la vie, car pour elles, la survie n'est pas un mode de vie. Elles développent des réflexions et des pratiques politiques non répertoriées face à l'ampleur des défis auxquels les êtres humains doivent faire face et qui engagent l'avenir même de notre planète. Elles montrent qu'il est possible de ne pas sombrer dans le désarroi et l'impuissance, qu'il est possible de résister, de se soigner individuellement et collectivement pour continuer à tisser autrement les fils de la vie. C'est beau, hein ? Donc, quelques mots sur l'autrice de ce texte, Magali Sécalise. Oui, alors pour être très honnête, je ne suis pas sûre que je pourrais dire beaucoup de mots sur cette autrice parce qu'elle souhaite rester anonyme. Magali Sécalise est un pseudonyme, donc je suis pas sûre de pouvoir trop en dire. D'accord. Bon. En fait, effectivement, oui. elle a produit pas mal de textes autour de l'écoféminisme et de cette notion du care qui va même plus loin que simplement le corps médical et qui va s'appliquer même sur la nature en elle-même dans sa globalité et sur le fait de prendre soin des humains mais de la nature aussi. Il y a 2-3 lignes de présentation là, peut-être que je peux les lire, parce que si elles sont là, je pense que c'est qu'elles sont autorisées. Donc Magali Sécalise est chercheuse en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie politique, les féminismes, donc entre parenthèses, écoféminisme au pluriel, black feminism, féminisme latino-américain, l'écologie et le care. Magali est aussi engagée depuis longtemps dans différents collectifs pour les droits des femmes, contre le racisme, pour l'écologie politique. Donc on voit bien tous les sujets qui se rejoignent en fait là. Et puis peut-être une dernière, Wild Wonder Woman, parce que j'ai été très touchée, je suis allée chercher sur le net aussi un peu plus d'images, parce que j'ai beaucoup aimé celle qui était dans ce livre, et donc je crois que c'est sur son compte Instagram que j'ai vu pas mal de choses qui sont vraiment très touchantes, très belles. Effectivement, Wild Wonder Woman est donc une street artiste écoféministe et elle produit des très jolies illustrations qu'elle va ensuite coller dans les rues de Paris, dans les rues de France même parce qu'elle n'est pas qu'à Paris. Et ce sont souvent des figures de femmes avec des vulves, avec des planètes entourées de végétaux. Et ce qui nous a paru intéressant dans sa démarche, c'est le fait de se réapproprier les rues de la ville en fait. Qui sont faites par les hommes et pour les hommes et qui ne laissent pas la place justement à ce type d'art, y compris dans le street art en fait. Voilà. 2 dernières questions. La première, ce serait, quels sont les écueils à ton avis qui peuvent freiner le développement de l'écoféminisme dans les années à venir ? Les points de vue divergents entre les écoféministes parce qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de radicalité dans l'écoféminisme, dans les écoféminismes. Et ce que j'espère qu'on arrivera à dépasser, je parle de dépasser, moi pour l'instant on n'y est pas dans cet écueil-là, mais c'est d'accepter en fait le schéma de déconstruction de tout le monde et d'accepter qu'on puisse avoir des points de vue qui ne sont pas à 100% pareils en fait, qui ne s'accordent pas à 100% et s'assembler en fait pour aller plus loin, plus que avoir des guerres intestines qui pourraient y avoir. C'est pas du tout le cas pour l'instant, mais voilà, plutôt faire communauté en fait, même si nos points de vue divergent, plutôt que de s'enfoncer dans cet écueil des divergences. Et quels sont les points forts, à ton avis, de l'écoféminisme qui pourront être utiles à toutes et à tous dans les années à venir ? Je pense que c'est cet aspect créatif
qui donne vraiment un renouveau aux actions militantes et du coup qui laisse aussi la place à des personnalités qui se reconnaissent pas dans les manifestations dans la rue ou qui ne se sentent pas forcément d'aller attaquer de front une multinationale. Voilà, en fait, ça laisse un champ libre de nouvelles actions qui sont à imaginer. Et c'est surtout ça qui est un des points forts et qui est stimulant au travers de l'écoféminisme. Et puis la moyenne d'âge, je pense que c'est vraiment un point fort aussi, que ce soit porté par une nouvelle génération qui vient un petit peu mettre aussi sur le devant de la scène toutes ces préoccupations et d'une façon intéressante, avec un angle de vue qui change un peu et qui peut être complémentaire d'autres choses aussi. Effectivement. Solène, merci beaucoup de ce temps passé ici, là, sur So Sweet Planet, pour nous expliquer tout ça. C'est rafraîchissant, je trouve, dans le contexte actuel. Là, on est à distance, puisqu'on est en période de confinement, deuxième période de confinement. J'explique pour ceux qui écouteront dans quelques mois ou quelques années ce podcast. Donc, il faut replacer un petit peu dans le contexte dans lequel on est aussi. Et je te souhaite et je vous souhaite une très bonne continuation. Donc, je vais mettre le lien à vous qui nous écoutez dans la description du podcast. Vous pourrez trouver le lien pour acheter ce très beau livre Après la pluie, Horizon écoféministe de Solène Ducréto et Alice Jehan aux éditions Tana. C'est vraiment très joli. Je vais mettre sur le site So Sweet Planet, sur les applications de podcast, on ne peut pas mettre de visuel malheureusement, mais sur le site sosweetplanet.com, je vais mettre quelques visuels pour montrer à quel point c'est un joli livre, agréable à regarder et enrichissant surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. J'aime bien conclure par une petite citation d'un poème mexicain que j'aime beaucoup et qui dit ils ont essayé de nous enterrer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous étions des graines. Et je trouve que ça symbolise très bien l'écoféminisme. Oui, et surtout toi qui a cofondé les Engraineuses. C'est bien ça. Merci Solène, très bonne continuation et peut-être à une prochaine fois pour suivre l'évolution du mouvement. Avec plaisir. À bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.